Bonjour chers internautes de Sinoweb TV, sinoweb.com et bienvenue dans cet entretien avec professeur Aïda Sylla, chef du service psychiatrie à l'hôpital de Fann et présidente de la Société africaine de la santé mentale. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans votre temple ici à l'hôpital de Fann au service psychiatrie. Alors aujourd'hui nous allons parler de la santé mentale au Sénégal et d'emblée professeur j'aimerais savoir quelle est votre appréciation de la prise en charge de la santé mentale au pays. Alors, la prise en charge des troubles mentaux au Sénégal est organisée depuis un certain nombre d'années. Depuis plus de 60 ans, ce service-là existe et est le service de référence au niveau du Sénégal pour l'accueil des malades mentaux, le diagnostic, le traitement et, si on peut dire, leur réinsertion. Tout le monde connaissait Fann pour la psychiatrie. Mais aujourd'hui, la psychiatrie est largement sortie de Fann, avec plus ancien l'hôpital de Thiaroye qui est là. Mais au niveau des régions, nous avons des structures aujourd'hui qui offrent des soins de santé mentale pour la prise en charge des patients sénégalais qui vivent avec un trouble mental. Donc c'est une discipline qui est en train de se développer. Et quelles sont les principales pathologies que l'on rencontre, ou bien que vous rencontrés, et quelles en sont les causes? Oui, en fait, il y a nous, au niveau de l'hôpital, les troubles que nous recevons, mais qui ne reflètent pas toujours l'ensemble des troubles et j'essaierai de vous expliquer pourquoi dans mon propos. Nous recevons en majorité des patients qui présentent des troubles psychotiques, c'est-à-dire des troubles qui les désinsèrent par rapport à la réalité. Nous recevons aussi beaucoup de patients avec des troubles qui les rendent agités au point de déranger leur entourage. Mais nous avons des patients qui ne viennent pas, qui restent chez eux parce que leur trouble ne dérange pas. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas tout aussi grave, mais comme ils ne dérangent pas l'entourage, on n'aura pas le réflexe de les amener à l'hôpital. Et donc, je peux vous dire qu'au niveau de l'hôpital, les troubles que nous recevons le plus, ce sont les troubles de l'humeur dans leur phase d'excitation. Ce sont les troubles délirants aigus et ce sont les troubles schizophréniques que nous avons plus au niveau de nos structures de soins. Et on passe à présent aux infrastructures et accès aux soins. Comment évaluez-vous les infrastructures actuelles dédiées à la prise en charge de la santé mentale au Sénégal? Alors, ces infrastructures posent un gros problème parce que, comme vous le voyez, c'est des infrastructures très vétustes. Un service qui date de plus de 60 ans, qui n'est pas organisé pour recevoir le type de patients que nous avons aujourd'hui, mais aussi qui était de capacité limitée par rapport à la demande que nous recevons. Et c'est un peu la même chose au niveau des autres structures où il n'y a pas de nouvelles constructions. Parfois même, ce sont des lits prêtés dans d'autres services parce qu'il n'y a pas de service de psychiatrie, même s'il y a un psychiatre. Ce qui fait que souvent, nous recevons des patients qui viennent de ces régions parce que les services d'hospitalisation n'arrivent pas à les contenir. Par exemple, un malade un tout petit peu agité va quitter une structure hospitalière régionale pour venir ici parce que les autres services ne peuvent pas tolérer autant d'agitation. Mais à présent, on entre dans un volet assez délicat. Il s'agit de la stigmatisation et la perception sociale. Mais comment la stigmatisation autour des maladies mentales affecte-t-elle le recours aux soins dans la société sénégalaise? Alors, déjà, vous avez plusieurs personnes qui ne veulent pas consulter en psychiatrie. Et parfois, vous pouvez voir des personnes qui vous parlent d'un membre de leur famille, qui vous le décrivent avec des signes évidents de maladie mentale, mais en vous disant, est-ce que vous pouvez juste donner quelque chose qu'on va lui donner? Parce que pour eux, c'est gênant d'être vu dans une structure de psychiatrie. Mais aussi au niveau même de la société. Vous pouvez voir des familles qui ont en leur sein un malade mental, mais qui essayent de le cacher tant bien que mal. Et c'est parfois même le voisinage qui va râler, qui va les obliger à aller chercher des soins
ou bien même à les lâcher au dehors parce qu'ils ne veulent pas contenir un sujet qui est troublé dans son comportement. Vous êtes dans le secteur depuis plusieurs années. Cette stigmatisation, cette perception, au fil des années, tend-elle à disparaître ou bien se réduit-elle de votre observation, professeur? Alors, je pense que pour certaines choses, elle tend à disparaître parce que de plus en plus, nous recevons des personnes qui viennent demander de l'aide pour des troubles névrotiques, pour des difficultés familiales, des difficultés sociales, et ce sont des personnes qui ne sont pas malades. Donc, ça, c'est un pas. C'est-à-dire des personnes qui peut-être dans d'autres circonstances auraient attendu de tomber malades, mais ils viennent à temps et nous les accompagnons. Ça, c'est quand même un pas qui a été franchi. Par contre, oui, sur d'autres aspects, cela persiste encore, cette peur de tout ce qui est trouble mental. Mais ce changement de paradigme-là, est-ce que cela concerne toutes les classes sociales ou bien c'est beaucoup plus la classe sociale aisée sénégalaise ou même les moins aisés viennent aussi consulter? Oui, je pense que c'est quand même toutes les classes sociales parce qu'il y a beaucoup d'activités de sensibilisation qui font que les personnes sont attentives, sont devenues plus attentives à certains problèmes. Déjà, ils comprennent que c'est un problème de santé et qu'ils peuvent avoir un recours. Mais à quel moment, docteur, professeur, les malades mentaux se trouvent-ils à errer dehors? Alors oui, l'errance des malades mentaux, c'est un gros problème qui est souvent lié aux symptômes. Parce que vous avez certaines maladies dans lesquelles la personne va se lever, se mettre à déambuler sans but. Et d'autres sont lâchés par les familles au dehors. Parce que je vous le disais tantôt, parfois l'environnement, l'entourage n'accepte pas qu'un sujet troublé se trouve en son sein. Je vous donne l'exemple des grandes maisons où il y a plusieurs locataires. Quand il y a une des familles qui a un malade mental qui dérange, la pression va être mise sur le propriétaire. Et si la famille n'a pas les moyens d'aller le faire traiter, elle va simplement ouvrir la porte et laisser ce patient vivre dans la rue. Je rappelle que vous êtes présidente de la Société africaine de santé mentale et aussi chef du service psychiatrique à l'hôpital de Fannes. Mais professeur, est-ce que des initiatives sont mises en œuvre ou bien vous allez en mettre en œuvre pour tenter de sensibiliser le public sur l'enjeu de la santé mentale, pour justement essayer de changer cette perception assez négative que les gens ont de cette pathologie ou bien de ce problème au Sénégal? Je pense que c'est ce que nous faisons tout le temps, depuis un certain nombre d'années. Vous voyez beaucoup de psychiatres s'exprimer sur l'espace public à travers la presse. C'est ce que nous sommes en train de faire là maintenant pour que les populations puissent comprendre que ces troubles sont des maladies et sont traités au niveau des structures désignées et qu'ils peuvent donc y recevoir de l'aide. Et je pense que ça peut corréler à l'action des pouvoirs publics à arriver à bout de cette stigmatisation. À présent, abordons la question du traitement, qui est aussi très importante. Quelles sont les approches thérapeutiques privilégiées dans le contexte sénégalais et sont-elles adaptées aux besoins locaux? Alors, ce que nous offrons, c'est des traitements avec des médicaments, avec la relation, avec les activités aussi. Même si du reste, les autres baissent beaucoup, parce que nous sommes dans un système hospitalier où tout devient payant et où les activités de réhabilitation ne sont pas toujours bien comprises par l'administration et supportées. Donc nous avons des initiatives qui sont soutenues plus du dehors, par exemple l'atelier d'expression artistique que vous avez vu. On a l'espace pour organiser des activités d'ergothérapie, mais c'est de manière très informelle que nous le faisons parce que nous n'avons pas le support donc, administratif qu'il nous faut. Donc nous utilisons aussi les traitements médicamenteux pour donc arriver à aider ces personnes qui ont des troubles et pour l'instant cela nous paraît adapté à la demande qui nous est adressée. Au-delà des soins, est-ce que la réinsertion aussi occupe une place de choix au niveau de
l'hôpital du service psychiatrie de Fannes? Oui, nous l'évoquons lorsque les malades sont hospitalisés, sont suivis, mais ce qui manque, ce sont les structures relais. Des structures relais qui permettront de l'organiser. Par exemple, ce serait bien d'avoir au niveau de la communauté des maisons où des patients sortant d'hospitalisation pourront séjourner, être réhabilités, réapprendre des réflexes de la vie quotidienne. Par exemple, changer ses habits, faire son linge, se faire un petit café, préparer à manger, avant de pouvoir retourner chez lui. Avant, nous le faisions ici à l'hôpital. Les infirmières pouvaient accompagner une femme au marché, faire le marché, venir dans le service, faire la cuisine pour le réapprendre. Mais à cause des restrictions que nous avons au niveau budgétaire, ce sont des activités qui disparaissent. Et donc, il serait important qu'on puisse l'avoir maintenant au niveau de la communauté. Mais on revient encore à la stigmatisation, parce que je pense que c'est l'un aussi des freins de cette réinsertion aussi de ces malades mentaux, de ces personnes présentant des troubles mentaux. La stigmatisation aussi. Parce que là, ce n'est pas aussi un frein assez important pour qu'on... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais lorsque nous accueillons les patients, nous faisons tout aussi pour rencontrer leur famille, pour avoir des entretiens avec leur famille, leur expliquer la maladie, leur expliquer comment prendre le traitement. Et ça peut servir à déstigmatiser. Toujours concernant la prise en charge, est-elle coûteuse? Je crois qu'elle est coûteuse. Et je pense que les soins de santé sont tous coûteux, surtout pour des patients qui n'ont pas de revenus. Et je crois que ce ne serait pas trop que nous voyions des initiatives pour que le traitement de certaines catégories de maladies mentales puisse être gratuit. D'accord. Et dans ce combat pour la prise en charge des malades mentaux, on note la présence de quelques initiatives privées, des centres bénévoles. On pense notamment à Delossi au niveau de Rufisque. On voit aussi des jeunes bénévoles, à l'image d'un Ibrahima Seck et d'une personne au nom de Nian. Que pensez-vous de ces initiatives-là? Alors pour moi, il s'agit de très belles initiatives qui sont à encourager et à encadrer. Parce que nous sommes un service public avec ses contraintes. C'est-à-dire, nous sommes à l'hôpital, nous attendons que des patients viennent pour poser un diagnostic, leur apporter un traitement. Alors que dans le cadre de la maladie mentale, c'est beaucoup plus complexe que cela. Vous avez des patients qui refusent leur état de malade, qui n'acceptent pas de soins, qui peuvent se retrouver dans des lieux où nous ne pouvons pas les trouver. Et je crois que ce sont des initiatives qui vont permettre de prendre soin de ces patients, de les accompagner et de les aider à arriver dans les structures pour recevoir un traitement. Au Sénégal, l'un des endroits ou bien l'une des personnes privilégiées à qui s'adressent les familles quand l'un des leurs est victime d'un trouble mental, ce sont les tradipraticiens, les marabouts. Il y a des exemples, des personnes que j'ai interrogées qui ont dépensé des fortunes, à donner aussi des terrains juste pour tenter de trouver une solution à la maladie de leurs enfants. Et bon, la question de savoir quel est le rôle que jouent justement les tradipraticiens dans la prise en charge des troubles mentaux et comment peut-on concilier médecine traditionnelle et médecine moderne? Alors, nos sociétés ont toujours traité les maladies qui apparaissaient en leur sein et la maladie mentale en fait partie. Il y a des méthodes traditionnelles de traitement de la maladie mentale qui apportent un bénéfice certain aux patients. Nous avons beaucoup de patients ici qui sortent pour aller faire un rituel dans leur communauté, comme le Ndeup, comme le Samp. Et ensuite, ils nous reviennent dans un meilleur état psychique et physique. C'est indéniable qu'il y a des savoirs endogènes qui peuvent aider les personnes qui sont malades. Mais malheureusement, puisque c'est un domaine que tout le monde ne connaît pas très bien, il peut s'y trouver ce qu'on peut appeler parfois des charlatans. Effectivement, comme vous le dites, nous voyons parfois des personnes, des familles perdre beaucoup d'argent sans avoir d'amélioration.
Alors, dernière question, professeur. Quels sont vos espoirs pour l'évolution de la santé mentale au Sénégal dans les prochaines années et quel levier faudrait-il activer en priorité selon vous? Alors, je pense qu'il faudrait d'abord une multiplication et une décentralisation des structures qui vont être dotées en ressources humaines qualifiées et suffisantes, et maintenant en sus des activités de soins médicamenteux, promouvoir les soins non médicamenteux, c'est-à-dire l'accompagnement avec des structures relais au niveau de la communauté et surtout, une gratuité du traitement de certains troubles mentaux. Je pense que grosso modo, avec ces axes stratégiques, on peut relever le défi de la bonne assistance psychiatrique au Sénégal. En parlant d'appui relais, est-ce que ces bénévoles pourraient aussi être intégrés dans ce projet? Pourquoi pas? Puisqu'ils ont déjà le savoir-faire. Merci professeur Aïda, chef du service psychiatrie à l'hôpital de Fann et présidente de la Société africaine de la santé mentale. Au revoir, chers internautes.